Et aujourd'hui, je reçois Raphaël Defoucault. Bonjour Raphaël, Bonjour Lolita, comment vas-tu? hyper bien, je suis ravie d'être en ta compagnie. Je suis ravie également. On est entre podcasteuses Exactement, tout à fait, parce tout à que fait. une de tes activités, c'est le podcast Bulle de bonheur. Absolument, Il faut absolument. absolument aller écouter, les amis. C'est juste un petit bonbon. Faites-vous plaisir. Bulle de bonheur de Raphaël de Foucault. Mais commençons par le commencement. Tu es thérapeute, Mm, praticienne en psychologie positive et tu es mm, fondatrice de concept 2 minutes de bonheur. mhm. Concept pour prendre le temps pour être heureux. Exactement, exactement. Tout est parti d'une histoire de communication, justement, parce qu'en tant que accompagnatrice, thérapeute, donc j'accompagne des personnes et toutes ces personnes que j'accompagnais venaient toujours avec la même chose, un problème de communication. Alors, ben, très bien, pour le résoudre, le problème de communication, je suis là pour eux, bien sûr. Ouais. Et maintenant, je me suis dit, mais comment est-ce que je pourrais faire pour que les gens n'aient pas besoin de venir me voir après tout? Et du coup, c'est comme ça qu'est né le concept de minutes de bonheur, avec des jeux de conversation, donc des petits jeux de cartes qui s'appellent 2 minutes de bonheur. Il y en a pour les couples, pour la famille, pour l'intergénérationnel. Et l'idée, c'est de piocher une carte et chacun répond à la question en 2 minutes. Alors pourquoi 2 minutes? Parce que effectivement, on n'a pas beaucoup de temps dans notre monde tellement survolté. On a toujours mille choses à faire et on n'a pas forcément beaucoup de temps. Donc l'idée, c'est de prendre un moment de qualité avec les gens qui nous entourent, vivre une bonne communication avec eux, créer des liens et pour permettre de pouvoir être plus heureux. Et c'est vraiment là-dessus que moi j'étais séduite par ton activité, ta pratique. C'est quand j'ai connu ton profil Instagram, je crois, au départ, et j'ai vu ces cartes colorées, jolies, Mm. simples et efficaces, et qui inviter les gens d'échanger entre eux, que ce soit en couple, où j'ai vu un qui m'a marqué, c'était avec les grands-parents, je crois, Oui, les c'est le... petits-enfants avec les grands-parents. Et Mhm. c'est vrai, je vois ça sur mes ados. Parfois, la communication, elle est bloquée par leur intérêt, par manque de points en commun entre deux générations. Et je trouvais le concept absolument génial. Ouais, t'es sympa. Écoute, oui, j'avoue que ça, c'est ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est toutes les études qui ont été faites autour du bonheur. Donc, en fait, chaque mot est réfléchi, est pensé, est pesé. En fait, je dis souvent que c'est comme un iceberg. En fait, on n'en voit que la partie émergée de cet iceberg avec des questions assez simples. Et puis derrière, ça va travailler tous les fondements de la relation. Donc, ça peut être, je raconte la plus grosse bêtise de mon enfance, alors qu'on est 7 ans ou 7 ans. Ça fonctionne. Et Ouais. c'est des échanges qui sont très amusants. L'idée, c'est de créer en fait une relation d'égal à égal. Et dans la communication, c'est quelque chose d'excessivement important. Donc, on va aller raconter aussi, si on était un personnage historique, qui on serait. On va aller se poser comme question un joli coucher de soleil qu'on a vu. On va imaginer les vêtements du futur. En fait, on va travailler un petit peu tous les sens. On va travailler tout ce qui nous entoure, en fait, et pour pouvoir partager, échanger et vivre ce moment de qualité ensemble. Et c'est ces moments de qualité qui créent de la complicité, qui créent de l'échange et qui créent aussi de l'attachement, inévitablement. Raphaël, je suis persuadée que tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au-là vont aller voir. Je vous rappelle, c'est 2 minutes de bonheur. Ce qui m'intéresse, c'est ton avis. Pourquoi c'est si compliqué de communiquer? Mhm. Excellente question. Déjà, la première chose qu'on peut se dire, c'est que quand on a quelque chose à dire, c'est pas forcément facile. Hmm. Parce qu'on peut ne pas savoir comment le dire et on est quasi tous confrontés à ça. Moi, la première d'ailleurs, parce que de temps en temps, on est bourré de peur. On peut avoir la peur de déranger, on pourrait avoir la peur d'être trop brutal, on pourrait avoir la peur de déplaire, la peur de ne plus être aimé.
Et que Oui, de on a temps, aussi souvent les peurs qui nous concernent, d'être ridicule, de blesser quelqu'un, de... de ne pas être à sa place. En fait, il y a toutes ces peurs-là qui, de temps en temps, nous entourent, qui fait que souvent, on peut ne pas oser dire les choses. Et le risque que l'on prend à ne pas oser dire les choses, c'est que finalement, ça s'entasse. Alors, j'appelle ça un petit peu le principe du millefeuille. Tu vois, tu dis pas les choses, tu mets une petite tartine de crème, par-dessus tu mets une petite pâte, surtout je veux plus en entendre parler, c'est pas grave, ça va Ouais, passer. Euh, et puis après ça, je remets une petite crème, et puis une petite pâte, une petite crème, une petite pâte, une petite crème, une petite pâte. Et puis un jour, il va y avoir un événement un petit peu plus important qui va faire que, crac, mon millefeuille il se casse. Et toutes les crèmes sont mélangées. Et là, ouais. j'explose. Et tout sort d'un coup. Et ça, c'est la grosse complexité dans la communication. Est-ce que c'est pareil pour les femmes et les hommes? Souvent, souvent, c'est pareil. Je dirais que, alors j'aime pas faire des clichés parce que chacun peut être différent, mais Non, si mais la je psychologie féminine et masculine n'est pas la n'est même. n'est pas la même, maintenant, il y en a certains, je vais mettre plutôt par, il y en a certains qui vont peut-être dire les choses avec brutalité et ça va vexer. Il y en a certains qui vont sortir un espèce de papier enrubanné, donc où tout va sortir d'un coup. Et puis il y en a certains qui ne vont pas dire les choses et puis qui un jour vont dire, hop là, stop, fini, j'arrête. Ouais. Sans expliquer pourquoi. Sans expliquer pourquoi, parce que peut-être que la personne ne le sait même pas elle-même, mais elle sait que c'est plus supportable et qu'elle veut arrêter. Tu vois, ça, je travaille beaucoup avec des couples et ça, c'est une dynamique que je retrouve fréquemment. Fréquemment où il y en a un qui entasse, 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 entasse et n'ose pas dire les choses ou ne les dit pas ou ne sait pas comment les dire ou les dit mais n'est pas entendu aussi. Et hop là, et puis tout d'un coup, il y a un moment, une explosion comme un espèce de volcan qui a été retenu et là, c'est... brrr. Et puis Ouais. ça déballe et souvent, ça fait très mal à la relation. Parce qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup dire, c'est qu'il y a des mots qui construisent et des mots qui détruisent. Je dirais Mhm. que de tout le podcast, on va tourner autour un peu pendant toute cette interview, tout cet échange que nous avons ensemble. S'il y avait une chose que tous les auditeurs auraient besoin de retenir, c'est ça. Et que avant de dire quelque chose, c'est se poser la question, est-ce que je vais dire, est-ce que ça va construire ou est-ce que ça va détruire? Et comment je peux savoir? Parce que moi, je peux avoir une intention, mais qui ne va pas être reçue. Je veux bien avoir une intention de construction, mais qui va être reçue comme une destruction. C'est très, très exact ce que tu dis, tout à fait. Ce qui est aussi compliqué dans la communication, c'est qu'on n'est pas responsable non plus de la manière dont la personne va le recevoir. Ouais. Euh, je vais. Mais c'est pas ça qui va légitimer on a le droit de tout dire non plus, hein, bien sûr. On est tout de même responsable de ce qu'on dit. Parce On que est souvent, responsable de on ce qu'on nous dit. dit qu'on n'est pas responsable de ce que l'autre reçoit, mais on est responsable de la manière dont on le dit et l'intention qu'on met derrière. Absolument. Alors, déjà, moi, j'aime beaucoup repartir de l'écharpe de la relation de Jacques Salomé. En fait, on tient un bout d'écharpe et cette écharpe est la relation. Dans cette relation, on est chacun responsable de 50% de cette écharpe. Donc, Mhm. effectivement, moi, je suis responsable de 50% de ce que je vais dire et l'autre va être responsable de 50% de ce qu'il va dire et de ce qu'il va entendre, tout comme moi. Je vais prendre un exemple concret. Mhm. Euh, je suis quelqu'un qui suis, par exemple, particulièrement attaché à l'ordre. Je suis hyper ordonnée et pour moi, c'est quelque chose de très important. Si la personne avec qui je vais partager mon quotidien, que ce soit mon conjoint, mais ça peut être aussi un collègue de bureau, ou qui passe son temps à ranger les choses dans le désordre, jamais à sa place, bon, bah, inévitablement, ça va m'agacer. Donc là, on se rend bien compte que dans cette écharpe de la relation, il y a celui qui ne remet pas les choses à sa place et il y a celui qui est très attaché à l'ordre. Si celui qui ne remet pas forcément les choses à sa place, il ne voit pas en quoi ça pose problème à l'autre. Eh, Et c'est là où il va y avoir cette différence de relation. Et c'est là où on a besoin de revenir, quand on est dans la relation, à un niveau un peu méta, c'est-à-dire revenir un petit peu au-dessus et de se poser la question du besoin. Moi, j'ai besoin de quoi?
et Mm. sortir de la solution. J'ai besoin de quoi? Ben oui, moi j'ai besoin que les choses elles soient bien à leur place parce que j'ai pas envie de perdre de temps, par exemple, pour les chercher, pour les retrouver. Et l'autre va dire, ben moi j'ai besoin d'aller vite. Donc c'est pour ça que je pose les choses un peu plic-ploc. Et du coup, c'est toute cette alchimie pour voir comment est-ce que dans cette relation-là, les choses vont pouvoir s'équilibrer pour que chacun soit rejoint dans son besoin. Ouais, Et ça, c'est tout l'enjeu de la communication. je comprends. Et en même temps, c'est dans la communication quotidienne, je me pose toujours la question où on place la jauge de l'importance. Parce qu'il y a des choses qu'on va dire ce n'est pas grave et qui sont extrêmement importantes pour nous. Et celles-ci vont mettre un gros poids qui va faire effondrer le millefeuille dont tu parlais tout Mhm, à l'heure. Et puis, il y a des choses qui, si on prend un peu de recul, on se rend compte que c'est effectivement pas si important. mhm. Ou alors que ça l'est, que j'ose pas le dire. Tu vois, ça va vraiment dans les deux sens. Ça me fait penser à un couple que j'ai accompagné où en fait, l'homme ne disait pas les choses et profondément, un tempérament profondément généreux. Donc, sa femme lui disait, va chercher les enfants, il allait chercher les enfants, va faire les courses, il va faire les courses. Et ne disant pas, certaines fois, qu'il préférait un petit peu s'asseoir pour se reposer, mais elle le sollicitait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Va baigner les enfants, fais ci, fais ça. Et il était là, ok, moi je suis content de le faire, tout va bien et tout. Puis un jour, elle lui a demandé quelque chose, il a dit, non, non, pour moi, c'est pas possible. Et elle a dit, mais si, je voudrais vraiment que tu y ailles et tout. Et ce jour-là, en fait, ça a été le millefeuille. Et il s'est La dit, mais en goutte fait, d'eau. la goutte d'eau, je me fais complètement avoir. Et là a émergé, en fait, tous ces besoins qui n'étaient pas exprimés, qu'il ne ressentait à peine parce que lui mettait ça sous le compte de la générosité. Alors, tu sais, enfin, on a des croyances aussi, hein. Euh, Peut-être que cet homme-là avançait sans doute avec la croyance, pour être aimé, j'ai besoin d'être disponible. Ouais. Et puis, du coup, ben voilà, il était disponible, il était disponible. C'est comme ça qu'il se rendait aimable et aimant, d'ailleurs. Et en fait, et ses besoins, il ne les écoutait pas. Son besoin de partir faire un petit peu de sport, son besoin de faire aussi des choses un petit peu pour lui, et il ne les écoutait pas. Et jusqu'au jour où, en fait, tout a explosé et il ne savait pas vraiment pourquoi. Donc, moi, tout le travail que j'ai fait avec lui, c'est de lui apprendre d'abord à reconnaître ses émotions qui sont là derrière, et puis aussi quelles sont ses valeurs qui sont importantes, qui ont besoin aussi d'être respectées et entendues, et quels sont ses besoins qui n'ont pas été exprimés pendant toutes ces années. Et là, le couple a récupéré un équilibre. Mais Ouais. en fait, sa conjointe, sa femme, elle avait besoin de se rééquilibrer aussi. Parce que Oui. elle demandait, il disait oui. Bon, bah écoute, si on ne dit pas non, bah, c'est que c'est OK. Ouais. Donc, et elle n'avait pas tort non plus, elle avait raison dans son style. Et du coup, c'est vraiment le fait d'arriver à rééquilibrer la relation pour que chacun se retrouve dans la relation, en fait, à un point d'équilibre où les besoins de l'un et de l'autre sont effectivement respectés. C'est intéressant ce que tu dis, parce que quand on parle des conflits de communication dans les couples, on voit souvent des situations bouleversantes, violentes, ça part dans tous les sens, ça crie. Et on s'aperçoit que les couples qui sont profondément aimantes et gentils tombent dans ce piège également. Personnellement, j'ai discuté la semaine dernière et c'est un couple qui est à la retraite et qui veut déménager. Et donc, le monsieur veut partir en Bretagne et la femme ne le veut pas. Mais elle n'ose pas le dire parce qu'elle aime son mari, parce qu'elle aimerait lui faire plaisir et parce qu'elle a toujours fonctionné dans ce couple dans je fais plaisir à mon mari qui, lui, me fait plaisir aussi. Mhm. Donc, je me sens un peu redevable de rendre le service et d'être à ses côtés, loyale, dévouée. Et quand je lui parlais, ça fait une semaine qu'elle dormait plus la nuit
sans oser lui dire qu'elle ne veut pas partir en Bretagne parce que ça l'éloignait de ses enfants, parce que il y avait plein de peurs. Et je lui disais, mais si dans un an, tu es en Bretagne et tu es profondément malheureuse, il va être malheureux aussi. Mhm. À se Et elle poser va la lui question, reprocher. bah, à quel moment ça c'est parti en vrille. Mhm. Mhm. Et en fait, le risque de ça, c'est que euh, cette espèce de, je mets des guillemets bien sûr, de sacrifice, enfin, c'est comme ça que je l'appelle un peu grossièrement, Ouais. euh, le risque, c'est que, OK, on va en Bretagne et puis elle est malheureuse loin de ses enfants. Et puis un jour, la pluie va tomber pour le quatrième jour de suite. Enfin, pardon à tous les auditeurs bretons. 40e. Et, euh, et là, elle risque de lui dire, écoute, hein, moi, j'ai jamais voulu venir ici. C'est Ça me fait ça. suer d'être là. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Lui va dire, mais je comprends pas. Tu m'as Ouais, jamais dit que tu n'étais pas d'accord. exactement. Et c'est là où c'est là où savoir exprimer ce que l'on ressent, ce que l'on vit et ses besoins, c'est excessivement important. Alors parfois, on ressent des choses à l'intérieur de nous, mais on a du mal à les exprimer. Et ce que ressent à l'intérieur de soi, c'est important d'aller l'écouter parce que c'est une des clés de choses dont on a besoin. D'ailleurs, Mm. tu vois, très souvent, quand je discute avec des jeunes, je leur dis, faites-vous confiance. Quand dans une relation, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est mal ajusté, vous le ressentez dans votre corps. Et écoutez ça. Parce que Ouais. ça, le corps, il nous envoie des messages incroyables. Le fait que cette femme ne dorme pas, c'est qu'elle ait quelque chose à dire. C'est que ça lui tourne dans la tête. Alors non, son mari n'arrêtera pas de l'aimer parce qu'elle va dire non. Euh, euh, Il y a des moyens de trouver des Oui. solutions. Je dis n'importe quoi, d'essayer de respecter de respecter en fait les besoins de chacun. Ça peut être 6 mois de l'année en Bretagne, 6 mois dans une maison plus petite et un logement plus petit à l'autre endroit où elle vit. Ça peut être finalement avoir une plus grosse maison si monsieur a besoin de campagne, avoir une plus grosse maison dans l'endroit où ils habitent parce qu'ils ont besoin de plus d'espace. On peut avoir plein de solutions à Au moment partir où du on moment ouvre la discussion. exactement et on remonte aux besoins. Parce que très souvent, quand on ressent quelque chose, on va directement à la demande. Ouais. Sans prendre soin en fait du besoin, de la manière dont on peut répondre aux besoins. Et je ne sais pas si tu rencontres ça avec tes clients, patients. Ce que j'entends souvent, c'est quand j'invite les personnes à parler de soi, d'exprimer ses propres besoins, ses propres envies, mais c'est égoïste. Ce sont des Et croyances, là, ça. on vient de montrer à combien c'est en fait altruiste de dire à l'autre, et courageux quelque part, ce que Absolument, je absolument. ressens, dans ce j'ai besoin. Ça ne veut pas dire c'est ce que je veux absolument là tout de suite et sans concession, mais Ça peut être une juste exigence. exprimer. Mhm. Exactement. Et le fait d'exprimer, c'est censé ouvrir un dialogue. C'est ça qui est intéressant. Et c'est censé ouvrir un dialogue. Alors, je fais des gestes là, ceux qui nous verront. Ça a besoin d'être souple. Comme cette écharpe, en fait, de la relation de Jacques Salomé, c'est quelque chose qui est souple, qui permet de pouvoir bouger, de pouvoir se mouvoir, de pouvoir aller dans plusieurs directions, en étant chacun autonome. C'est hyper important dans une relation que chacun ait son autonomie. Ça ne veut pas dire de l'indépendance. C'est pas pareil. L'autonomie, c'est être capable de pouvoir exprimer ce que je ressens, ce que je vis et accueillir que l'autre soit pas d'accord avec moi. Et si l'autre n'est pas d'accord avec moi, ça ne veut pas dire qu'il ne m'aime pas. Désaccord ne veut pas dire désamour. Oui, Du coup, c'est véritablement donc se lancer ce dialogue et bien remonter donc à ses besoins, aux choses qui nous animent en fait et qui nous permettent de pouvoir échanger et de trouver ensemble une solution. Mais c'est valable dans un couple, c'est aussi valable dans des relations professionnelles, c'est valable en amitié, c'est valable en association, c'est valable partout.
Et ça, je pense que Mm. c'est vraiment très important d'en prendre soin, d'en prendre conscience. Ça, c'est juste primordial. Je trouve que dans notre éducation familiale, scolaire, on ne nous apprend pas vivre le désaccord. Mhm. Ce qui Ah, fait qu'on nous lâche avec cette idée que nos relations, couple, professionnel, avec des parents, la famille, ça doit être un espèce de langue fleuve tranquille, un peu mielleuse, où tout le monde doit être d'accord. Et lorsqu'il y a un désaccord, il y a tout de suite cette peur de rejet, mhm, d'abandon. mhm. Et on sort les drapeaux rouges, les drapeaux noirs. Tu m'aimes plus, je t'aime plus, je ne sais pas si je l'aime. Est-ce que ça peut marcher? Un désaccord, c'est juste une ouverture à mieux se connaître finalement. Ah, complètement, complètement. En fait, il y a un peu le fantasme de la relation harmonieuse, Mhm. enfin, qu'on a un peu tous, hein, et je me demande qui est-ce qui a envie de vivre en tension avec les personnes qui sont autour d'eux, personne. On a tous envie que ça se passe bien, que tout le monde soit d'accord, etc. On en a tous envie. C'est humain, et j'aime beaucoup tes mots, c'est exactement ça. On a peur aussi du rejet, de l'abandon, etc. Maintenant, ce que je trouve intéressant dans les moments de tension, d'abord, c'est inévitable parce qu'on arrive dans une relation, chacun avec un bagage. On a comme un espèce de sac à dos et dans ce sac à dos, il y a nos expériences, notre éducation, notre caractère, notre tempérament, nos expériences, nos croyances, etc., etc. Donc, c'est vraiment, on a un sac à dos souvent bien rempli. Et qu'il y ait des moments de tension, c'est juste normal parce que l'autre, elle y arrive aussi avec ses expériences, etc., et tout son petit sac à dos. Donc, en fait, l'important, c'est de se dire que quand il y a une tension, c'est une opportunité. D'ailleurs, le mot conflit en chinois, c'est deux idéogrammes qui veulent dire euh, tension et opportunité. Le conflit, c'est une opportunité. C'est une opportunité, elle est triple, cette opportunité. La première, c'est une opportunité pour mieux se connaître, Mm. parce que ça nous connaît nos propres limites. C'est deuxième opportunité, c'est connaître l'autre, c'est-à-dire on connaît ses propres limites aussi. Et la troisième opportunité, c'est que si on s'en sort en trouvant une solution qui convient aux deux, une solution win-win, la troisième opportunité, c'est qu'on va faire grandir la relation. Ouais, Donc les tensions, ce sont des opportunités. Maintenant, si elles deviennent des conflits armés, ça n'en devient plus du tout. Tu utilisais ces mots durs. N'oublions pas que dans une relation, certaines fois, quand on est sous l'impulsion de la colère, on va dire des choses qui, dans le fond, dépassent nos pensées. Mais ces choses qui sont dites, elles peuvent faire profondément mal. mm. Genre, t'es un incapable, on ne peut jamais compter sur toi. Vous voyez, tu vois tous ces mots Ouais, très forts, le toujours, le jamais, le encore une ouais, fois de plus, à chaque fois. euh, avec toi, c'est toujours pareil, enfin, etc. Ces mots-là, ils font hyper mal. De toute ouais, façon, alors ça, on est dans le couple, tu ressembles à ta mère, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi radin, et pof, on met les étiquettes, enfin, c'est une petite totale. Et tout ça, ça fait profondément mal. Et qu'est-ce qui se passe quand ce conflit devient armé? Ce que je dis, c'est que finalement, on en ressort à deux perdants. Souvent, ouais. ça se termine par ce que j'appelle une bombe atomique, où finalement, de toutes les manières, chacun a mal. Celui qui a dit le mot qui allait faire soit pleurer l'autre, soit l'autre qui va quitter la salle, bref, ces mots-là, celui qui les a reçus se dit, ah bah, la prochaine fois, je vais répondre ci, je vais répondre ça, puis de toute façon, il est comme ça, etc. Et celui qui a dit quelque chose de difficile, souvent, il se peut ressentir un peu coupable en se disant, ouais, j'y suis peut-être allé un peu fort. Donc, en fait, véritablement, le conflit armé, c'est important de savoir s'arrêter avant. Et c'est pareil, c'est prendre ce temps de se recentrer sur soi-même pour se dire, mais qu'est-ce qui est touché en moi? Ça peut Oui, être, parce que tu disais que dans un conflit, c'est une opportunité de mieux se connaître. mm, Explique-nous le mécanisme, comment on peut se mieux connaître, parce que quand on est dans un conflit, on voit bien qu'on découvre une autre facette de l'autre, mais mhm. comment se découvrir? Bah, en fait, quelque chose qui va nous agacer profondément.
Euh, Ça peut être en rapport avec une histoire que j'ai vécue avant. Je vais prendre un exemple. Euh, j'ai été renversée par une voiture, une grosse camionnette bleue, quand j'étais petite. C'était un carrefour et du coup, bah, j'ai particulièrement peur quand je suis à un carrefour et que j'ai besoin de traverser. Normal, notre cerveau, il n'est pas idiot, il a vécu une fois un événement un peu traumatique. Du coup, bah, il lance chien échaudé, grain l'eau froide, il lance plein d'alertes en disant attention, danger, attention, danger. Donc, attention, danger, qu'est-ce que je ressens? De la peur. Et puis, quand il y a de la peur, bah, j'ai besoin de protection. Par exemple, j'ai un enfant à côté de moi, à un carrefour, et cet enfant souhaite traverser. Mon impulsion première, ça va être d'avoir une peur 10 fois supérieure à n'importe qui, où je vais retenir l'enfant et sans doute peut-être lui parler pas très agréablement en disant ça va pas la tête, tu es complètement inconscient. Et parce qu'en fait, c'est ma peur qui s'exprime et c'est cette peur qui est réactivée par quelque chose que j'ai déjà vécu. Alors, on parle d'un événement là un petit peu quand même un peu dramatique, mais n'empêche qu'il y a plein de petites choses comme ça qui se réactivent chez nous. Ouais. Des échecs qu'on n'a pas forcément digérés, un nom qu'on a reçu qu'on n'a pas trouvé très agréable. euh, Ça peut être une conférence que j'ai loupée, bah, quand j'y retourne la fois d'après, je suis pas franchement à l'aise. Ça peut être, on a Moi, je vois plein. souvent ça chez les visites des dentistes. Ah Les bah parents oui, qui disent ah, mais non, tu vas avoir des empreintes, tu verras, c'est horrible, ça fait vomir, etc. Je suis là, arrête, c'est ton ouais. expérience, il va faire la sienne. Mais c'est exactement ce mécanisme. Ouais. Complètement. Et puis après ça, il y a des croyances. Ben, tu vois, tu viens d'en citer une, hein, chez le dentiste, on a toujours mal. Ça peut être des croyances comme de toute façon, je suis pas capable, je n'ai jamais réussi à le faire, les autres sont meilleurs que moi, j'ai pas droit au bonheur. Enfin, tu vois, C'est trop difficile, c'est c'est trop. impossible. Voilà, exactement. Donc en fait, on est aussi avec plein de croyances. Donc c'est important de se dire, bah, tiens, mais qu'est-ce qui est touché chez moi? Mm. Et puis, du coup, ça nous donne un peu nos limites. Je parlais tout à l'heure des personnes qui sont plutôt assez ordonnées. Bah, ça, c'est une de mes limites, par exemple, si je suis quelqu'un comme ça. Et du coup, c'est à l'autre qui est en face de moi de savoir aussi respecter mes propres limites et moi que je respecte les siennes. Celui qui va être plus désordonné, si je reprends cet exemple-là, chacun peut faire un petit pas vers l'autre en disant bah ok j'accepte que sa tasse soit pas remise exactement à la même place après tout il l'a rangée et puis du coup l'autre dire bah, je fais un petit effort pour essayer d'éviter de laisser mes chaussettes traîner le matin au milieu de la chambre. Donc voilà, donc en fait chacun peut faire un petit pas vers l'autre qui fait qu'en fait on arrive à mieux se comprendre. Et du coup ça c'est particulièrement important. Il m'amuse cet exemple parce que c'est un peu mon vécu et je ne suis pas la personne ordonnée dans l'histoire, je suis l'autre. Et, et je sais que, par exemple, je ne touche pas le bureau de mon mari parce que dès que je tourne un truc, je me rends même pas compte. Et lui, il va rentrer en disant, oui, mais c'est toujours le bazar sur mon bureau. Je n'ai pas touché. Si, tu as tourné l'écran. Ah oui, non, mais ça compte pas. Mais ça compte pas. Voilà. Et du coup, c'est intéressant, en fait, d'arriver à se réajuster pour arriver à mieux se comprendre. Et c'est là où il y a, en fait, tout l'enjeu de la communication, il est là. Ouais. Quand dans le couple, on le voit assez bien. Quand il s'agit de relations parents-enfants, ou je dirais ados, là où ça devient compliqué, ou même des tout petits, hein, Mhm, il y a en plus ce paramètre de responsabilité que nous mhm. avons dans l'éducation de nos enfants. Comment gérer cette communication-là? Bah, c'est hyper intéressant ce que tu amènes. Maintenant, je pense quand on devient parent, il se réactive des choses aussi. Tu vois, ça, je l'entends beaucoup. Le baby clash, c'est une thématique que j'ai travaillée là après la naissance des enfants. Si quelqu'un
a vécu, je ne vais pas complètement rentrer là-dedans parce qu'on pourrait y passer 1 heure, sur les principes d'attachement, quelqu'un qui n'a pas eu un attachement sécure ou qui a vécu beaucoup d'insécurité dans sa petite enfance, et quelqu'un, le jour où il va être parent, il y a des choses qui vont se réveiller. Donc, d'où l'importance d'aller le travailler, Parce qu'on est avant tout, et ça, je trouve que c'est l'immense bonne nouvelle, c'est qu'on est avant tout des êtres résilients. Notre cerveau, il est câblé pour être résilient, il est câblé pour guérir. Donc, c'est là où Hmm. c'est intéressant de se pencher pour aller rencontrer nos difficultés, euh, pour aller rencontrer les choses un petit peu compliquées qu'on a pu vivre, pour permettre à notre cerveau de guérir tout ça. Et on vient toucher un autre point qui est un peu un de mes dadas, qui est la vulnérabilité. Alors, c'est pas très sexy, enfin, pas très sexy. Si, c'est profondément sexy d'être vulnérable, mais c'est pas très à la mode. Dans le sens où on veut paraître pour des gens impeccables, hyper forts, Ouais. capables de tout. Alors, si on prend les injonctions pour les femmes, alors je dois être une bonne épouse, une bonne mère, une bonne copine, une bonne belle-fille, une bonne fille, et puis avoir une carrière Travailler, professionnelle sans problème. Un peu lourd là, faire du hein. sport, avoir Ah la ben oui, j'ai ligne, oublié ça, manger avoir la ça. Ah ligne, pas ben, avoir de kilos en trop. Non, non, ben voilà, j'en oubliais plein. Ouf, dis, waouh. le poids est lourd là, hein. Ouais. Loin, loin, loin d'être évident. Et du coup, on s'accepte pas vulnérable. On Ouais. n'accepte pas nos imperfections. Et le secret, il est dans nos imperfections. Il y a une femme enfin, qui est un peu mon mentor, qui s'appelle Brené Brown, qui est une chercheure Ah, américaine. notre mentor à tous. Ah ouais, ouais, je l'adore. Et donc, je suggère à tout le monde d'aller voir son TEDx justement sur la Ouais. vulnérabilité et sur l'imperfection, qui est juste Et puis son génial. livre. Et en fait, elle explique combien être imparfait, c'est juste parfait. Euh, Parce que à partir du moment où on va s'accepter imparfait, on va savoir demander de l'aide. Hmm. Et ça, on sait qu'aujourd'hui, on a dans les neurosciences, on sait que c'est une partie de notre nerf vague, il va gérer justement cette demande d'aide. Hmm. Et cette demande d'aide, c'est juste le cadeau Ouais. d'avoir cette capacité à dire, j'ai besoin que tu m'aides. C'est juste fantastique. Et dans la communication, savoir demander de l'aide est juste génial. Ça ne veut pas dire qu'on est un incapable. Ça ne veut pas dire que on ne sait pas faire. Ça ne veut pas dire qu'on est un moins que rien. Au contraire, ça veut dire qu'on est quelqu'un de fort. On est quelqu'un qui n'est pas parfait. On a des zones d'imperfection. Et savoir demander de l'aide, ce sont des personnes qui vont venir nous aider dans nos imperfections. C'est crucial ce que tu dis. Ça fait certainement l'écho chez beaucoup. Nous avons beaucoup le driver, ce qu'on appelle le message contraignant de l'enfant. Et un de ces messages, il y en a 5. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, allez voir les messages contraignants de l'enfance. Un des drivers, c'est sois fort. Derrière Mm. ce sois fort, on attache souvent fais tout seul. Mhm. Et puis, il y a plein d'injonctions qui s'ajoutent au fur et à mesure. Et c'était mon driver. Moi, je suis expatriée en France. Je suis venue en France quand j'avais 25 ans et je ne pouvais pas compter sur mes parents. Donc, j'ai fait toute seule. J'ai bossé dans un resto pour gagner de l'argent pour le billet. Je me suis inscrite à la Sorbonne. J'ai fait tout toute seule. Et parce que ce driver, il était déjà bien présent. Et ça m'a encore renforcé à cet âge qui est assez crucial pour les croyances de tu as raison, tu peux te débrouiller toute seule et ça marche. Et il n'y a pas mieux que se servir soi-même, etc. On a plein d'exemples que ces drivers sont bien présents. Et puis j'ai mis 20 ans à transformer ce driver, sois forte et demande de l'aide. Mhm. Et ce Mhm. que tu dis, c'est une résonance très forte, ouais. Mhm. Mhm. Il y en a un autre de driver qui est intéressant aussi, c'est le soi parfait. Ah, celui, Euh, je l'ai pas.
Et le soi parfait, c'est en fait, on n'accepte pas de faire des erreurs. Et Ouais, c'est autorisé, on a le droit de faire des erreurs. Et nous faisons tous des erreurs. Et c'est ce que je dis souvent dans les accompagnements, quand ils disent ah, mais j'aurais jamais dû faire ça, pourquoi il y a 10 ans j'ai fait ça? ouais, Je dis ouais. bah, peut-être qu'il y a 10 ans, le choix que vous avez fait, il était bon à ce moment-là. Mm, Et si vous l'avez fait à ce moment-là, c'est que vous avez fait le choix de faire ça parce que vous pensez que c'était bon et c'est OK. mm. Maintenant, aujourd'hui, vous avez envie de faire autrement, eh ben, allez explorer d'autres manières. Et je suis là pour vous accompagner, pour vous aider, pour pouvoir le faire. Donc, en Ouais, fait, voilà, et ça, cette, euh, cette capacité à accepter son imperfection euh, et sa vulnérabilité, c'est ça qui va apporter de la souplesse dans la relation. mm, C'est ça qui va nous donner de l'ouverture d'esprit. C'est ça qui va nous permettre d'aller à la rencontre de l'autre, d'accepter l'autre différent. Et que mm, l'autre, s'il est différent, c'est OK. C'est par exemple le parent qui va avoir besoin d'accepter que son enfant ne fonctionne pas comme lui. Si par exemple, moi, je suis quelqu'un de très visuel, que j'ai besoin d'écrire pour apprendre, je vais avoir tendance à dire à mon enfant, écoute, écris, fais des fiches, enfin bon, bref, pour apprendre. Mais si lui, il est auditif, s'il est mm. kinesthésique, il va jamais s'y retrouver. Et après ça, je peux m'énerver sur lui en disant, mais attends, je comprends pas là. Pourquoi tu fais pas comme ça? Et du coup, ta leçon, tu la sauras jamais. Mais non, mais en fait, lui, il fait pas comme ça. Il est différent de moi. Et du Ouais, coup, ça donne cette espèce de souplesse dans la relation où j'essaye de comprendre l'autre. Donc, bah, je passe par beaucoup d'écoute, évidemment. Euh, je- Ça peut aussi à me déstabiliser. Donc en fait, écouter, c'est aussi accepter d'être déstabilisé parce que le monde de l'autre n'est pas mon monde à moi. c'est ça. Et moi, je me connais et plus en général, je vais être dans le contrôle. Parce que le contrôle, en fait, c'est une recherche de sécurité. Mm, Moi, plus je vais être insécure, plus je vais chercher à contrôler. C'est normal parce que je cherche à me rassurer. Donc, c'est OK avec ça. Maintenant, c'est lâcher un petit peu en disant, je passe par la connaissance de moi-même et en passant par la connaissance de moi-même, ça va me permettre de pouvoir lâcher aussi parce que je vais connaître mes imperfections et quelqu'un va pouvoir m'aider pour pouvoir y pallier. mm. Mais tu parlais de tout ce qu'on a cumulé comme expérience et des choses qui font mal de notre éducation, de notre passé. Et avec les enfants, ça fonctionne à merveille. On a tellement de boutons sur lesquels les enfants appuient et que les boutons, nous les avons créés dans nos relations avec nos parents, que cette relation-là, elle est formidable pour mieux se connaître. Mhm. Absolument, complètement. Les enfants, ils sont hyper forts, puis ils ont une capacité à nous faire grimper au rideau qui est juste fantastique. Et là, ça vaut le coup de se poser la question, mais tiens, il appuie sur le bouton, mais c'est quoi ce bouton? Qu'est-ce qu'il Ouais, vient dire? D'où ça vient? Qu'est-ce que ça vient chercher chez moi? Et puis du coup, essayer de le traiter un peu avec humour. C'est pareil, hein, qui n'a pas un enfant, il va voir le parent qu'il faut pour obtenir ce dont il a envie. Parce qu'il sait que peut-être papa dira plus facilement oui que maman, ou ouais, dans une situation, puis dans l'autre, ça sera l'inverse. ouais, Papa, il donnera plus facilement un bonbon et maman, elle dira plus facilement OK pour une sortie. Donc, ils vont aller, ils sont pas fous. Et du coup, je trouve que c'est pareil, acquérir avec des enfants de la souplesse, savoir un peu rire de soi aussi. C'est ouais, beaucoup, moi, ce que j'ai appris. On a vécu pendant 15 ans à l'étranger et du coup, bah, j'ai vécu ce que tu as vécu toi, où il faut se débrouiller tout seul. Il n'y a pas de repères, en fait, donc on découvre. Et j'ai appris à rire de moi-même, alors qu'avant, je ne savais pas trop faire, quoi. Et en dire, mais non, mais là, Raphaël, t'es complètement à côté de la plaque, tu t'exprimes pas comme il faut, les gens ne comprennent pas parce que j'ai ma manière de penser et de voir française et que là, je ne suis pas dans mon pays, donc c'est différent. Donc, c'est d'une richesse folle et on apprend cette souplesse et accueillir les autres différemment, en fait.
Ouais. Pour finir, j'ai envie qu'on parle du troisième driver, c'est le dernier, après on s'arrête, mais qui va faire écho par rapport à tout ce qu'on a dit auparavant. C'est le driver, sois gentil. Mhm, mhm, mhm. Celui qui nous pousse dans le sacrifice, dans le masque de je fais plaisir et je dis rien, je suis loyal, dévoué, corvéable à souhait. Mm, mm. Ah bah ça, je suis bien d'accord avec toi. Ces personnes qui avancent avec cette injonction-là du sois gentil, c'est ceux dont on parlait tout à l'heure en démarrant qui font des choses et qui oublient leurs besoins, Ouais, qui oublient, qui restent très, très dans la tête, hein. N'oublions pas qu'on est des êtres incarnés, on a un cerveau qui nous permet de réfléchir, de penser, qui exprime des valeurs. Donc ça, c'est notre côté très intellectuel, mais on a aussi un corps qui nous parle et on a aussi des émotions. Et du coup, je trouve que c'est intéressant de ne pas rester que dans la tête et de savoir écouter un petit peu ce qui se passe. Arrêtons de nous saucissonner. De ouais, temps en temps, on se saucissonne et puis on ne fait plus fonctionner que la tête ou fonctionner que le corps d'ailleurs, ou que ses émotions, ce qui n'est pas une bonne chose. L'important, c'est d'ailleurs, toutes les études scientifiques l'ont démontré, les gens les plus heureux sont des gens qui sont en lien, qui mettent en lien leur corps, leurs émotions et leurs valeurs. ouais. Et ça, ce sont les gens heureux. Écouter que son corps, on est dans des attitudes qui sont très pulsionnelles. Écouter que ses émotions, on est dans une spontanéité de temps en temps qui peut nous jouer des tours. Et être que dans l'intellectuel, on oublie de se faire plaisir. Euh, donc, il y a quelque chose qui est très important d'acquérir. Notre corps, il est fait pour avoir du plaisir. Nos émotions, elles sont faites pour être exprimées. C'est ça qui va nous mettre en lien. Et puis notre tête, elle est là pour parler de nos engagements, de nos valeurs, de notre écoute. Quand je suis dans une empathique, c'est mon cerveau qui m'aide à être dans cette empathie-là. C'est mon cerveau préfrontal. Et du coup, voilà, donc travaillons cet alignement. Mhm. Et pour les personnes qui se demandent, c'est quoi les drivers, comment les reconnaître, moi, la toute première étape pour reconnaître un driver, c'est de observer son propre langage. Est-ce que tu as d'autres techniques pour s'y reconnaître? Ouais, bah, moi, je trouve que c'est hyper intéressant. C'est aussi les choses qui nous reviennent en tête fréquemment et qui, de temps en temps, nous mettent mal à l'aise. Par exemple, je vais dire un excès de loyauté. De temps en temps, bah, on peut arriver à faire des choses qui ne nous conviennent pas. Je vais donner un exemple. Moi, personnellement, là, pour le coup, je suis quelqu'un de temps en temps trop loyal. Donc, j'ai l'impression parfois de me faire avoir. Et j'ai le souvenir, il y a quelques années de ça, on m'en avait demandé de prendre dans ma voiture un jeune. Et en fait, ça m'arrangeait pas parce que euh, ça ne m'arrangeait pas. Et puis, je me dis, bon, c'est OK, je l'ai quand même fait. Parce que, après tout, il faut savoir rendre service. Moi, j'aurais aimé qu'on le fasse pour mes propres enfants, donc c'est OK. Mais ça m'a demandé de renoncer à des choses que je devais emporter, qu'il fallait que j'aille chercher, etc. Bon. Et OK. Et 2 heures avant de partir, la personne a appelé m'a envoyé un texto en disant, bah non, finalement, euh, mon enfant ne viendra pas avec toi, il a trouvé une autre solution. Ah non, mais j'étais folle furieuse. Je me suis dit, mais Raphaël, t'es trop bête, quoi. Tu t'es fait complètement avoir. Il y avait quelque chose qui était important pour toi et t'as pas su le dire parce que tu as voulu rendre service. Et, euh, et, et du coup, Finalement, ce franchement, service n'était pas apprécié à sa juste valeur. à sa juste valeur, parce que vraiment, je faisais un gros renoncement sur autre chose qui me coûtait. Et en fait, rien que d'en reparler, en fait, j'en suis encore en colère Tout d'ailleurs. remué. Ça me remue. Et en fait, après ça, je me suis dit, mais en fait, Raphaël, c'était quoi le plus important? Le plus important, c'est que tu avais des choses à emporter avec toi et que ces choses à emporter, en fait, tu n'étais pas prête à faire le sacrifice de ces choses que tu devais emporter parce qu'elles étaient trop importantes pour toi. Et de ce fait-là, peut-être que ce jour-là, j'aurais peut-être mieux fait de m'écouter en me disant ça, c'est plus important. Eh bien, tu dis non à ce jeune que tu ne peux pas
emmener avec toi et que tes affaires, tu vas les emporter. Alors, ça peut paraître un peu égoïste, comme ça sur le papier, moi ça me paraissait très égoïste, mais en fait c'était aussi une manière de me respecter, parce que ces choses que j'avais besoin d'emmener, elles étaient importantes pour moi, parce que j'avais besoin de faire des choses, c'était des choses pour mon boulot qui étaient importantes, et voilà, bref. Et du coup, donc cette importance de savoir aussi s'écouter et puis se dire, est-ce que je suis prêt à sacrifier ça? Si un jour c'est pour le reprocher à la personne, et on revient à notre idée de cette femme qui ne veut pas partir en Bretagne, si un jour je risque de lui reprocher, eh ben dans ces cas-là, faut pas que je le fasse. Ouais. Mais c'est d'ailleurs le sort de la plupart de personnes qui vivent dans le sacrifice, c'est que à un moment donné, la dernière goutte qui déborde, qui fait déborder le vase, c'est quand on sent que tout ce qu'on a fait n'était pas apprécié à sa juste valeur. Sauf que la valeur, elle est connue que pour nous. Parce que si tu n'as jamais dit l'importance du renoncement que tu as dû faire pour pouvoir emmener le jeune, mais personne ne pouvait se rendre compte. Mhm, mhm, Si ma cliente n'a jamais dit à son mari que ça l'embête d'aller en Bretagne, ça a été jamais aperçu comme un sacrifice. Donc, toutes les personnes qui se sacrifient, sachez que vous le faites déjà pour vous, parce que vous avez peur d'être soit jugé comme égoïste, soit abandonné, soit rejeté, non accepté, non aimé, et que derrière, il y a cet enjeu, mais tout ce que je fais pour vous, et vous n'êtes pas reconnaissant. mhm, mhm. Exactement, exactement, exactement. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis, ce que je dirais pour terminer, c'est l'importance de la gratitude derrière. Ouais, L'importance de savoir dire merci à l'autre. Si on reprend nos désordonnés, pas désordonnés, merci d'avoir ramassé tes chaussettes par terre. Ça m'a fait plaisir. Là, c'est profondément encourageant. ouais. Et c'est ça qui va aider l'autre peut-être à faire un petit pas de côté et puis à à se modeler, en fait. Pas à Mm, l'image de l'autre, hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre à l'image de l'autre. Pas du tout. C'est chacun fait un pas vers l'autre. Ben moi, de mon côté, j'accepte que les choses soient peut-être moins rangées que ce que j'aimerais. Et c'est OK. Et que mm. l'autre peut être un peu plus rangé. Et c'est OK. Et merci de l'avoir fait. Raphaël, c'est passionnant. On aurait pu parler encore des Ah, heures. je crois, je crois, je crois. Merci, Julita, de ton invitation. J'ai passé un merveilleux moment. Ah, ça, c'est déjà un super remerciement parce que c'est important pour moi que les invités passent un excellent moment. Raphaël, est-ce que tu aurais un mot de la fin? Ben, j'ai envie de reprendre cette phrase que je disais au début dans vos relations. Utilisez des mots pour construire Hmm, et mettez de côté les mots qui détruisent. Et, parce que la télécommande de votre bien-être, c'est vous qui la tenez, c'est pas la hmm. personne qui est en face de vous. Donc, appuyez sur les bons boutons euh, pour vous. Et ça, je pense que c'est profondément important. Merci beaucoup. Et pour finir, j'invite tout le monde d'aller sur le site de Raphaël. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo si vous la regardez sur YouTube et de cet audio si c'est une écoute sur votre plateforme. Allez voir ses cartes, allez L'écart de deux écouter minutes de bonheur. les cartes 2 minutes de bonheur. Allez écouter le podcast Bulle du bonheur. C'est vraiment une bulle de bonheur. Moi, je l'ai écouté avec un plaisir et je retourne de temps en temps. C'est des formats courts, Mm. pétillants, On très a fait des podcasts instructifs. d'ailleurs sur sur les drivers, si ça intéresse les auditeurs. Bah, tu pourras les rajouter dans la bio si tu veux, je Ouais. te donnerai les liens. Et puis, si les drivers, je vais vous mettre dans le lien dans la description. J'ai fait un article dans le magazine. J'ai un trimestriel qui s'appelle Estimez-vous.
Et donc, le dernier numéro parlait des drivers. Génial. Et je me dis que peut-être dans le suivant, je t'inviterai de parler de l'acceptation de soi. Ah, avec joie, avec joie. C'est Si vraiment tu des as sujets le qui temps me... d'écrire un article, ce serait avec grand plaisir. Avec joie, avec joie. Donc, vous avez bien compris, nous avons plein de points en commun avec Raphaël. Mm. Donc, la bulle du bonheur, le podcast, 2 minutes de bonheur, donc un concept pour prendre du temps pour être heureux, les jeux de conversation. Et puis plein de coffrets pour les moments de la vie qui sont cruciaux. Il y a la retraite, il y a la maternité, il y en a d'autres, il y en Et a le plein. couple. Et le Mhm, couple, allez mhm. voir, c'est vraiment formidable à faire un cadeau à soi ou à quelqu'un d'autre. Et puis passer une excellente journée. Ah bah oui, bonne journée à tous.